Chapitre 4. Espace des états de position et opérateurs associés. Grand 1. État de position et espace associé. Petit 1. Espace géométrique et état de position. Nous allons enfin aborder l'espace géométrique. Jusqu'à présent, nous avons présenté le formalisme quantique comme conséquence de principes très généraux, et nous n'avons quasiment pas parlé de l'espace géométrique, parce que nous n'en avons pas eu besoin, tout le formalisme quantique introduit pouvant se mettre en œuvre sur des qubits. Le qubit était un système dont l'espace des états se réduisait à 2 dimensions, espace que l'on qualifie d'interne à la particule. L'espace de spin, par exemple, est un espace interne, tout simplement parce que l'on peut avoir un certain état de spin à un certain endroit et le même état de spin ailleurs. Mais du coup, il y a manifestement des états de position qui permettent de distinguer des systèmes physiques qui sont vis-à-vis d'une ou plusieurs grandeurs physiques dans le même état, mais simplement pas au même endroit. Alors, il faut faire attention quand on parle de position, qui est toujours quelque chose de relatif, dans le sens où une position n'est définie que dans un certain référentiel par rapport à autre chose. Une position n'est jamais définie dans l'absolu. Quand on parle de la position d'un objet, d'un corps dans l'espace, il faut définir un référentiel, que l'on dote d'un repère si l'on veut traduire les positions en coordonnées. Par exemple, lorsque l'on dit que le point M a les coordonnées x, y, z, ces coordonnées sont des nombres qui sont associés à une grandeur physique, qui est simplement la grandeur physique distance ou longueur. Le x de ces coordonnées cartésiennes n'est rien d'autre que la distance du point M au plan y au z, et la coordonnée y est la distance du point M au plan x au z. Donc ces coordonnées sont des grandeurs physiques, au sens où ce sont en fait des longueurs. Et si l'on a un système qui se trouve ici ou là, ce n'est pas le même état. Donc il y a des états distincts associés à la position, qui sont associés à une grandeur physique spécifique, que l'on traduit en grandeur physique position, mais il ne faut pas oublier que la position étant relative à un référentiel, cette grandeur physique position est en fait une grandeur physique longueur ou distance sous-jacente. Comment traiter cette grandeur et ses spécificités en physique quantique? Comment traduire le fait d'être situé en un point? C'est ce que nous allons voir maintenant. Petit 2. État à position bien définie. Nous allons maintenant introduire l'espace des états de position en se plaçant d'abord à une dimension, et l'on étendra par la suite tout ce que l'on va faire à un espace à 3 dimensions, à l'espace euclidien ordinaire. Être situé en un point, c'est avoir une position bien définie, mais du coup, et ce sera la nouveauté par rapport à la physique classique, si l'on a des états à valeur bien définie de la position, on aura nécessairement aussi des états combinaisons linéaires d'états à valeur bien définie, qui eux n'auront pas une valeur bien définie de la position. La position est une grandeur physique comme une autre. Tout ce que l'on a dit sur les grandeurs physiques quelconques abstraites vaut pour cette grandeur. Cela vaut pour toutes les grandeurs. On a fait une étude complètement générale, indépendante de la grandeur physique considérée. La position n'est qu'une grandeur physique parmi d'autres. Donc tout ce que l'on a dit pour une grandeur g quelconque vaudra pour la grandeur position. Soit en coordonnées cartésiennes par exemple, les grandeurs physiques position x, y et z, mais cela vaudra pour n'importe quel type de coordonnées bien sûr. Nous allons construire l'espace des états de position exactement comme l'on a construit l'espace des états d'une grandeur quelconque, le spin par exemple. L'espace des états de spin a été obtenu à partir des états qui ont une valeur bien définie, par exemple de la composante z du spin, à partir desquels on pouvait faire toutes les combinaisons linéaires et obtenir tous les autres états possibles du système. De la même façon, nous allons partir des états qui ont une valeur bien définie de la position et construire l'espace des états de position comme l'ensemble de toutes les combinaisons possibles des états qui ont une valeur bien définie de la position. Mais, comme on vient de le dire, la plupart de ces états n'auront pas une valeur bien définie de la position. Il faut donc abandonner l'idée que les systèmes physiques sont forcément situés quelque part. Certains systèmes physiques sont dans un état qui correspond à être situé quelque part, mais n'importe quel état combinaison linéaire de ces états particuliers sont des états tout aussi valables, et donc la plupart des états, en fait l'immense majorité des états, ne seront pas localisés au sens où ils auraient une position bien définie. Ce ne seront donc que les états propres de l'opérateur position, tel que l'on va le définir, qui auront une position bien définie. Donc, comme nous venons de le dire, on va construire l'espace des états de position, comme on l'a fait pour n'importe quelle grandeur g, mais une difficulté supplémentaire va apparaître, raison pour laquelle nous n'avons pas commencé par l'espace des états de position, qui est que les positions bien définies forment un continuum, ce qui va nous amener à adapter un petit peu notre formalisme. En effet, les états de position semblent former un ensemble infini indénombrable, alors qu'un espace de Hilbert est un espace vectoriel, qui peut certes être infini, mais dénombrable. Alors, qu'est-ce qu'un état de position bien défini? On a un référentiel, c'est-à-dire un ensemble de points à distance fixe les uns par rapport aux autres, que l'on munit d'un repère et d'une origine. On va se placer à une dimension, donc on a juste une droite OX, et quand on parle de x, il s'agit d'un nombre qui est en fait la distance entre la position que l'on regarde et la position que l'on a prise comme origine. On va prendre un état ket x0 à valeur bien définie x0,
c'est-à-dire que le système se situe à la distance x0 du point O, de l'origine, et l'on peut avoir d'autres états à valeur bien définie, ket x1, x2, xn, etc. À partir de ces états à valeur bien définie, on peut définir un opérateur x chapeau, exactement comme on l'a fait pour G, qui correspondra à cette grandeur physique position, à cet observable au sens quantique du terme, et dont chaque ket xi sera un vecteur propre, associé à la valeur propre xi. Et l'on aura donc l'action suivante de l'opérateur x sur les ket xi. X chapeau ket xi égale xi ket xi. Jusque-là, x est un opérateur G comme un autre. Mais la difficulté est que, pour autant que l'on sache, l'espace est un continuum. Note. Alors, pour autant qu'on sache, en fait, on ne sait pas trop. On sait bien que c'est sans doute plus compliqué que ça, mais on n'a jamais été vraiment capable de se passer de cette continuité. C'est un problème profond, mathématique et physique, qui n'est pas nouveau, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque l'on peut le faire remonter au fameux paradoxe de Zénon, aux environs du 5e siècle avant notre ère. On a un vrai problème avec le continuum dans l'espace. Le fait qu'entre deux positions quelconques, il y ait une infinité de positions intermédiaires est un vrai problème, mais on ne sait pas comment faire autrement. Et si l'on pense qu'il suffit de dire que l'espace est discret pour s'en sortir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une continuité de positions, mais des positions discrètes, simplement avec un pas de distance tellement petit qu'à notre échelle, on ne le voit pas, ça paraît naturel, probablement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui apparaît d'une façon ou d'une autre, sauf qu'il suffit de réfléchir 2 secondes pour se rendre compte que ce n'est pas si simple. Parce que si l'on dit qu'en fait, il n'y a qu'un point, puis le suivant, puis encore le suivant, la question est, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Donc il ne suffit pas de dire, tiens, en fait, il n'y a pas tous les points, il y a juste cela. Oui, mais qu'est-ce qui distingue deux points entre eux? S'il n'y a rien entre, c'est le même. Donc ce n'est pas si simple. Alors, on réfléchit à donner un sens à ce que pourrait être un espace discret, qui satisferait d'ailleurs de façon plus profonde encore les principes généraux de la physique quantique. Et s'il y avait une échelle fondamentale de longueur dans l'univers, elle serait probablement de l'ordre de la longueur de Planck. Si l'on fait une combinaison des grandeurs physiques G, H bar et C, on tombe sur une certaine grandeur. Cette grandeur est de 10 puissance moins 35 mètres, donc bien plus petit que tout ce qu'on n'a jamais été capable de mesurer. Et donc il est parfaitement possible qu'il y ait cette échelle fondamentale de distance dans l'univers. Ça serait passé complètement inaperçu puisqu'on est très loin de la mesurer. Donc c'est peut-être le cas, mais pour faire apparaître une longueur fondamentale dans l'univers, ce n'est pas si simple d'un point de vue mathématique, ni d'un point de vue physique d'ailleurs. Donc peut-être que l'espace peut simplement s'écrire comme un ensemble dénombrable de positions, et pas un ensemble indénombrable, mais laissons de côté ces considérations pour l'instant. Donc le problème avec la continuité est que les positions sont repérées par des nombres réels. Mais les nombres réels ne forment pas un ensemble dénombrable. Il y en a une infinité indénombrable. Et donc si l'on se place à une dimension et que l'on considère une droite par exemple, on ne peut pas écrire des choses comme ça, ket xi. On ne peut pas indexer les états sur l'ensemble n, puisque l'ensemble des réels est non dénombrable. C'est un vrai problème fondamental, pour les raisons que l'on a rapidement évoquées, problème dont la résolution va nous amener à aménager un peu notre formalisme. Petit 3. Existe-t-il des états de position bien définis? Petit a. Rappel du cas dénombrable. Revenons aux bases de Hilbert que l'on a utilisées jusqu'à présent. Quand on a des valeurs discrètes, on a une base orthonormée avec un ensemble d'états, ensemble des quêtes GI. Ensemble qui pourrait être infini mais dénombrable. Et dire que les quêtes GI forment une base orthonormée, c'est dire que la somme des brackets GI-GJ vaut delta IJ. Et c'est dire également que n'importe quelle étape psi du système peut se développer sur la base des quêtes GI comme la somme suivante. Quête psi égale somme sur i des alpha i quêtes GI. Somme de 1 à n ou de 1 à l'infini, suivant que l'on soit en dimension finie ou infinie, mais dénombrable. On sait faire ça, même en dimension infinie, c'est toute l'idée des bases de Hilbert. C'est-à-dire que même en dimension infinie, on peut donner un sens à une expression de ce genre, via la notion de convergence, etc. On sait donner un sens à ces combinaisons linéaires infinies par passage à la limite. On est dans un espace de Hilbert, donc toute suite de ce type, quand on fait tendre n vers l'infini, va converger vers un vecteur, mais comme l'espace est complet, la suite converge vers un vecteur de l'espace. Et l'on peut donc définir tous les vecteurs de l'espace des états comme une combinaison linéaire infinie développée sur la base. Et ça se comporte exactement comme en dimension finie. La composante d'un vecteur sur un autre est très exactement le produit scalaire du vecteur de la base sur le vecteur dont on parle. Et l'on avait le théorème de caractérisation suivant. Si l'on a une base ensemble des quêtes GI, et que pour tout i, à chaque fois que l'on a le bracket GI psi égale 0, on a le quête psi égale le vecteur nul, alors on a effectivement une base de Hilbert, c'est-à-dire que l'on ne peut pas se cacher dans un coin, il ne manque pas de vecteur dans la base, on a une base complète. Pour finir, si l'on est dans l'état quête psi et que l'on mesure la grandeur g,
on va trouver GI avec comme probabilité le modulo carré du produit scalaire entre le ket GI et le ket psi, soit le modulo carré du coefficient du ket GI dans le développement sur les états de base, donc modulo carré de alpha i. Voilà ce que l'on avait en dimension dénombrable. Petit b, cas indénombrable. Maintenant, passons au cas du continu, et partons du principe qu'il existerait des états de position bien définis. Prenons deux états normés ket x et ket y, à position bien définie respective x et y, et demandons-nous ce que vaudrait le produit scalaire entre ces deux états, donc ce que vaudrait le bracket xy. Si l'on est dans l'état ket y, et que l'on mesure la position, a-t-on une chance de trouver la valeur x si le ket x est différent du ket y? Bien sûr que non. Si l'on est dans l'état de position bien défini ket y et que l'on mesure la position, par définition d'un état à valeur bien définie, on trouvera à tous les coups y. Donc si l'on est dans l'état ket y, une mesure de la position donnera y avec une probabilité 1 et x avec une probabilité 0. Par conséquent, le produit scalaire bracket xy vaudra 0 si x différent de y et 1 si x égale y, puisque l'on a alors bracket yy égale 1. Mais avec les états de position, on n'a pas un ensemble dénombrable de positions possibles, car on a tous les ket x possibles avec x réel. Et donc, si l'on applique l'opérateur x chapeau à ce que serait un état propre de position, avec une position quelconque repérée par un réel, on aurait toujours une relation de ce type, x chapeau ket xi égale xi ket xi, mais pour tous les x de R. Et donc la difficulté va être de trouver des outils qui nous permettent de gérer une décomposition d'un état quelconque sur une base des états, dans le cas où la base en question, qu'on aimerait avoir, n'est pas discrète mais continue, et formant donc un ensemble infini indénombrable d'éléments. La question est donc, comment écrire une combinaison linéaire de ces états de position? En dimension indénombrable, écrire le vecteur d'état dans l'espace des états de position le plus général revient à donner le développement de l'état en question sur l'ensemble des états à valeur bien définie de la position. Et donc, on voudrait avoir quelque chose de ce type-là. Un vecteur colonne, alpha 1, alpha 2, etc. avec des alpha i pour chaque ket xi. Sauf qu'il n'y aurait pas une ligne de façon discrète par vecteur de base. Ces xi sont discrets. Or, les x de notre représentation spatiale sont continus. Et donc l'idée serait d'avoir un ket x, mais pour chaque x continu. Comment faire ça? On ne peut même pas vraiment l'écrire en vecteur colonne, puisqu'entre deux points quelconques, il y en a une infinité. Mais en fait, on sait très bien gérer ça. Ça s'appelle une fonction. Ce que l'on veut pour notre vecteur colonne, qui part de moins l'infini à l'infini, c'est une valeur alpha de x, avec un alpha x correspondant à chaque ket x, ce que l'on peut représenter en écrivant en fonction de x avec x dans R. Voilà l'état. Pour ce x-là, on a cette composante-là. Pour ce x-là, cette composante-là, etc. En fait, un état général de l'espace des états est une fonction de x, tout simplement. Cet état général, qui a des composantes quelconques sur l'ensemble des états possibles, est associé à une fonction alpha x. Donc cet état général de l'espace des états est associé à une fonction particulière, on va l'appeler fonction de répartition provisoirement, une fonction alpha qui donne pour les états à valeur bien définie ket x, donc pour chaque valeur possible de x, une certaine composante alpha de x. Dans le cas discret, développer un état quelconque ket psi sur une base consistait à sommer tous ces vecteurs et leurs composantes respectives. Ket psi égale somme sur i des alpha i ket gi. Et donc ici, développer l'état général sur une base continue va revenir à transformer cette somme discrète en une somme continue, donc une intégrale, avec un certain coefficient alpha de x pour chaque état de position bien défini x. Ket psi égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de alpha de x ket x dx. Et on note plutôt cette fonction par la même lettre psi, puisque c'est cette fonction qui caractérise entièrement le ket psi. Ket psi égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x ket x dx. L'état général est caractérisé par une fonction psi de x qui nous dit comment se répartit l'état ket psi sur l'ensemble des vecteurs x de la base. Voilà l'écriture la plus générale d'un état. L'état général est caractérisé par une fonction psi qui nous dit comment se répartit l'état ket psi sur l'ensemble des vecteurs ket x de la base. Voilà l'écriture la plus générale d'un état, c'est cette intégrale, qui est l'équivalent de la combinaison linéaire somme sur i des alpha i ket gi. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que de même que lorsque l'on a une base discrète, l'état le plus général s'écrit comme une certaine distribution des composantes sur chaque état de base, de même si les vecteurs de base ne sont plus discrets mais continus, il va donc falloir généraliser la notion de base, on va le voir, on a exactement le même principe. Un état général aura différentes composantes sur les différents états possibles. Mais comme c'est continu, on n'a pas juste une suite de valeurs alpha i, mais une fonction alpha qui dit quelle est la composante alpha de x sur chacune des valeurs x.